Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rencontré la maire de Rabat, Mme Fatiha Al-Moudni, en visite de travail à Djibouti. Autre actualité nationale, un nouveau tournant pour l'accessibilité financière, un accord entre East Africa Bank et la Poste de Djibouti. Aux nouvelles mondiales aux États-Unis, Joe Biden s'entretient avec Donald Trump au bureau Oval. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui M. Miao Jianmin, président de China Merchant Group, accompagné de M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Cette rencontre vise à renforcer les liens stratégiques dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route et à consolider Djibouti en tant que centre logistique et maritime en Afrique. Les discussions ont porté sur la valorisation d'infrastructures portuaires et l'établissement d'un centre économique et financier pour attirer les investisseurs. Le Premier ministre a exprimé l'importance de ce partenariat pour dynamiser le développement économique de Djibouti et l'intégrer parmi les meilleures zones franches mondiales. CMG a confirmé son engagement à déployer les travaux dès le premier semestre 2025 avec une stratégie de croissance progressive. Cette rencontre souligne les objectifs clés du partenariat en se concentrant sur la vision stratégique et les engagements immédiats. Est également présent M. Negib Abdellah Kamil, le secrétaire général de la primature. Toujours le Premier ministre de Djibouti, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a eu le plaisir d'accueillir Mme Fatiha Al-Moudni, maire de Rabat, accompagnée de sa délégation officielle et de M. Saïd Daoud Mohamed, maire de la ville de Djibouti. Cette visite officielle a renforcé les relations de coopération et de fraternité entre Djibouti et le Royaume du Maroc dans des domaines cruciaux tels que le développement urbain et la gestion durable des infrastructures. Les discussions ont porté sur des thématiques d'intérêt commun où le modèle marocain de gouvernance locale a été souligné comme une source d'inspiration, particulièrement pour sa gestion des services urbains et son efficacité à répondre aux besoins des citoyens. Les échanges ont exploré des initiatives pour une urbanisation durable et inclusive ainsi que des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des habitants. La question de l'intégration des nouvelles technologies dans les infrastructures urbaines a également été abordée, les deux parties reconnaissant l'importance de la modernisation urbaine pour accompagner la croissance démographique et les attentes des citoyens. Dans le cadre du renforcement du jumelage entre la ville de Djibouti et de Rabat, le maire de Djibouti a signé un mémorandum d'entente avec son homologue en reconnaissance des efforts remarquables de Rabat pour la valorisation de son patrimoine culturel et son engagement environnemental. Il a souligné l'importance de partager les bonnes pratiques et les expériences pour faire avancer les objectifs communs de développement entre les deux villes. Le Premier ministre a réitéré la volonté de Djibouti d'œuvrer en partenariat avec Rabat dans le cadre de projets de coopération décentralisés, renforçant ainsi les synergies entre les collectivités locales et mettant en avant l'importance d'une collaboration durable pour les bénéfices mutuels des populations. En conclusion, M. Abdelkader Kamel Mohamed a salué l'engagement commun à promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité, affirmant sa volonté d'approfondir les liens bilatéraux entre Djibouti et le Maroc dans l'intérêt des deux peuples. Est également présent à cette rencontre son Excellence M. Mohamed Dour Hirsi, ambassadeur de Djibouti au Maroc, M. Youssef Aoulad Farah, le directeur du cabinet de la primature, ainsi que le président des communes et plusieurs parties prenantes locales. Cette même délégation marocaine, sous la direction de Mme Fatiha El-Moudni, toujours la maire de Rabat, s'est rendue par la suite au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À cette occasion, elle a été accueillie par Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur, en présence de Dr Ahmed Roble Abdileh, ministre de la Santé, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, le président de la commune de Balbala et des élus locaux. Cette occasion a représenté une occasion importante pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères dans divers domaines en général et dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la santé en particulier. Cette rencontre stratégique visait à aborder des projets de coopération bilatérale, explorant des perspectives de collaboration dans le domaine de l'éducation et de la recherche. La cérémonie de réception a été marquée par diverses activités dont une présentation culturelle au cours de laquelle les différentes danses traditionnelles de notre pays ont
été présentées, animées par des jeunes artistes djiboutiens. Les discussions marquées par une atmosphère d'échange constructif ont permis de soulever plusieurs objectifs communs, notamment la volonté de renforcer les capacités de recherche dans les deux pays. Cette étape dans la visite de la délégation marocaine témoigne de l'engagement commun de Djibouti et de Rabat à diversifier leurs partenariats et à bâtir une coopération axée sur des projets, des objectifs concrets en faveur du progrès et du bien-être des deux peuples respectifs. Toujours aujourd'hui, le jeudi 14 novembre 2024, le maire de la ville de Djibouti a accueilli une importante délégation officielle de la ville de Rabat, dirigée par Mme Fatiha Al-Moudni, la maire de la ville de Rabat. Cet accueil, orchestré par M. Saïd Daoud Mohamed, maire de Djibouti-Ville, et ses adjoints, s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux capitales. Des élus locaux, les présidents des communes de Balbala et de Razdikar, ainsi que des cadres municipaux étaient également présents pour marquer l'hospitalité djiboutienne envers leurs homologues marocains. Était également présent à cette occasion l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, M. Mohamed Dour Hirsi, et le conseiller à l'ambassade du Royaume du Maroc, M. Yassine Krifa. Un programme de visite riche et diversifié a été préparé pour cette délégation marocaine. La rencontre a débuté par la signature d'une convention de partenariat stratégique entre les deux villes, renforçant ainsi leur collaboration dans des domaines d'intérêt commun. Mme Fatiha Al-Moudni a ensuite signé le livret d'or de la ville de Djibouti, un geste symbolisant l'importance de cette visite pour les deux capitales. La mairie de Djibouti s'est réjouie de cette rencontre, marquant une étape importante dans la consolidation de la relation entre les deux villes sœurs. La ville de Djibouti se félicite également de cet échange fructueux, témoin de l'engagement des deux capitales sœurs à travailler ensemble pour le bien-être de leurs citoyens et le rayonnement de leurs collectivités respectives. Ce partenariat ville-ville se donne pour objectif de promouvoir des échanges d'expertise et de lancer des initiatives communes en faveur d'un développement harmonieux et durable. Rappelons que cette visite de Mme Al-Moudni fait suite à celle du maire de Djibouti-Ville, M. Saïd Daoud Mohamed, qui s'était rendu à Rabat en juillet 2022 pour poser les bases de cette coopération. C'est à cette occasion qu'il avait officiellement invité Mme Al-Moudni à Djibouti-Ville. On écoute la réaction de la maire, Madame la maire Fatiha Al-Moudni, la maire de Rabat. Un sincère remerciement à tout le monde pour l'accueil chaleureux, à toute personne ici présente, pour l'accueil chaleureux que vous avez consacré à notre délégation de Rabat et notre délégation marocaine, bien entendu. C'est un plaisir d'être parmi vous, c'est un honneur même d'être là aujourd'hui dans le cadre de l'accord de coopération que nous avons signé, et j'espère que ça participera à créer des ponts de coopération plus solides entre nos deux nations. Le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, a quant à lui, dans ses propos, souligné, et je cite, « C'est avec une grande joie que j'accueille ici, à Djibouti, ma sœur, la maire de Rabat, venant du Royaume du Maroc. Nous avons eu notre première discussion lors d'une rencontre au Kenya, où Djibouti était représenté par le président de la commune de Balbala. À la suite de ces échanges, le président de la commune de Balbala et moi-même nous sommes rendus au Maroc pour signer un accord de partenariat. Cet accord vise à construire un bureau multiservice moderne dans la commune de Balbala afin de répondre aux besoins de la population et de moderniser les services. La pose de la première pierre pour ce bureau se tiendra ce dimanche et les travaux débuteront immédiatement après. Pendant le séjour de travail de la maire de Rabat, nous aborderons également des possibilités de coopération dans divers domaines entre nos deux pays frères. Fin de citation. Autre actualité à la une de ce journal, East Africa Bank a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de collaboration avec la Poste de Djibouti. Le reportage avec Samatar. La Poste de Djibouti a annoncé aujourd'hui avec fierté la signature d'un nouveau contrat de collaboration avec l'East Africa Bank, consolidant ainsi un partenariat de longue date. Cette alliance marque une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux institutions, visant à offrir des services financiers plus accessibles et adaptés aux besoins de la population djiboutienne. Dans le cadre de ce partenariat, la Poste de Djibouti se charge désormais de fournir des services essentiels pour East Africa Bank. Notamment, elle prend en main la gestion des centres d'appel, apportant un soutien complet aux clients de la banque. Ces services incluent une orientation clientèle personnalisée, un support après-vente pour les cartes bancaires et les paiements électroniques, ainsi que des activités de télémarketing, renforçant ainsi la communication entre East Africa Bank et ses clients.
En parallèle, la Poste de Djibouti met à disposition ses guichets pour les opérations de dépôt et de retrait d'espèces des clients de l'Est Africa Bank grâce à l'intégration du portefeuille digital Dahab Plus. Les équipes de la Poste sont préparées à garantir des transactions fluides, assurant ainsi un accès facilité aux services financiers, même pour les clients des zones éloignées. Ce partenariat est fait de l'engagement commun des deux institutions en faveur de la modernisation des services financiers et de la promotion de l'inclusion financière à Djibouti. On écoute l'intervention du directeur général de l'East Africa Bank. Le partenariat avec la Poste, c'est un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire ensemble. C'est un partenaire local, un partenaire clé pour la East Africa Bank dans sa démarche de l'inclusion financière, de l'expansion de ses points de service. Surtout dans les régions. On a commencé à le faire avec la cohabitation, la location de cohabiter dans leurs locaux à Tadjoura, ce qui va certainement se poursuivre dans les autres régions. Aujourd'hui, on signe une convention pour le call center qui va nous permettre de sensibiliser les utilisateurs de Dahaplas, qui va permettre à la population, aux clients de East Africa Bank, de pouvoir utiliser les services digitaux que la banque leur offre. On a aussi un autre volet sur lequel on travaille avec la Poste de Djibouti pour promouvoir les services de Dahaplas, pour faciliter le déplacement de fonds d'une manière très sécurisée. Donc la Poste est au cœur de nos activités prioritaires. Le directeur général de la Poste de Djibouti a quant à lui s'est réjoui de cette initiative. On écoute. Nous renforçons aujourd'hui notre partenariat avec une grande banque de la place. Après la mise en place de l'agence de Tadjoura, l'agence postale Tadjoura qui va abriter les locaux de East Africa, nous accueillons aussi aujourd'hui un nouveau partenariat, un renforcement de ce partenariat avec la signature d'une convention portant sur le call center qui est notre service actuellement phare, qui permet de répondre aux questions que peuvent se poser les clients, qui permet de faire de la prévente, qui permet de moderniser, on va dire, le système de suivi et de prise en charge des doléances des clients. Donc nous sommes très contents et très heureux d'accueillir encore une fois le directeur général et nous sommes très heureux aussi de cette confiance que nous porte une banque respectable de la place et surtout qui promet de continuer à nous faire confiance en nous utilisant pour ces services de Dahaplas qui sont des services financiers qui sont haut de gamme et aussi des services de carte bancaire en marque blanche qui permettront aussi aux étudiants par exemple de disposer d'une carte bancaire bon marché qui permettra aussi d'avoir des services financiers qui soient optimaux pour tout le monde. Autre actualité de ce soir, en partenariat avec le ministère de la Communication, la Commission nationale de la communication a lancé une nouvelle formation innovante sur la photographie et pilotage des drones destinés aux professionnels des médias publics et privés souhaitant par ce geste diversifier leurs compétences. Cet atelier de formation a été initié par la Commission nationale de la communication, la CNC, avec le soutien financier de la présidence de la République et l'expertise de M. Christophe, un photographe professionnel de renommée internationale et détenteur de plus de 12 prix internationaux. Cette formation vise à répondre à la demande croissante des professionnels qualifiés dans ce secteur en pleine expansion. Le point clé de la formation était l'apprentissage technique, mais aussi des séances pratiques à travers des ateliers qui a été fourni. Plus d'une trentaine de professionnels issus de la presse écrite, audiovisuelle et les médias sociaux ont eu la chance de bénéficier de cette formation. On écoute les propos du directeur de la communication, M. Ibrahim Amir. L'initiative répond à une ambition simple, renforcer les compétences des professionnels des médias de notre pays. Il nous offre un regard toujours plus fidèle et plus créatif de notre société. La photographie, plus qu'un simple art visuel, est un vecteur puissant de narration. Elle capte, fige
et communique l'émotion d'un instant. Et dans un monde où l'image devient le langage dominant, il est crucial que nous, acteurs des médias, sachions manier cet outil avec maîtrise et rigueur. Cette formation est donc plus qu'un apprentissage technique. Elle s'inscrit dans une volonté de professionnalisation continue de notre corps de presse en donnant à chacun de vous les moyens d'exprimer au mieux les réalités de notre pays. Grâce à l'expertise que vous acquérez ici, vous aurez la capacité de valoriser nos événements, nos paysages et notre quotidien avec un regard informé et sensible. On écoute à présent les dires du président de la Commission nationale de la communication. Et je voudrais tout d'abord remercier le ministère de la Communication pour avoir accepté d'organiser avec nous cette formation. Je voudrais remercier aussi la présidence pour avoir financé cette formation. Cette formation ne sera pas la dernière, c'est la première d'une série de formations qui a pour objectif de renforcer la capacité des médias nationaux. Nous avons commencé par la formation photo et pilote de drone et archivage. Et nous allons prochainement aussi démarrer des formations aussi pour la presse écrite et pour les caméramans. Notre objectif en tant que Commission nationale de communication est de faire en sorte que la communication puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et comme vous le savez, nous sommes, vous savez, à l'ère du numérique où les médias classiques ont beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de renforcer la capacité des médias classiques pour qu'elles soient compétitifs. Et la formation est assurée par un photographe international qui a quand même une expérience très remarquée et remarquable. Ce matin, jeudi 14 novembre 2024, le chef d'état-major général des armées, le général Zekri Cheikh Ibrahim, s'est rendu à la base navale de la Marine nationale. À son arrivée, il a été honoré par un piquet d'honneur de la Marine. Après avoir passé en revue les dispositifs de prise d'armes, une cérémonie de levée de couleurs a ensuite eu lieu dans un moment solennel où le drapeau national a été hissé. Après ce moment protocolaire, le chef d'état-major général a embarqué à bord d'un navire de la Marine nationale pour rejoindre Tadjoura. Ce déplacement en mer s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exercice militaire interarmé qui a eu lieu à Tadjoura. Cet exercice conçu pour renforcer l'efficacité des forces armées djiboutiennes a été l'occasion de coordonner l'action des différentes branches de l'armée et des forces de sécurité publique en préparation à des situations de défense et de protection des infrastructures stratégiques de Djibouti. Arrivé à Tadjoura, le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le chef d'état-major de la défense, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, ainsi que son conseiller en opération. Ensemble, ils ont pris part à un débriefing stratégique sur l'exercice interarmé simulant la protection du port de Tadjoura contre d'éventuelles menaces. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan ambitieux visant à renforcer la sécurité des infrastructures stratégiques de la République de Djibouti, à mobiliser les militaires de Tadjoura, la Marine nationale djiboutienne, la Gendarmerie nationale ainsi que la Police nationale. Ces forces ont travaillé de concert pour tester et valider un dispositif de défense multidimensionnel capable de faire face aux menaces terrestres et maritimes potentielles. Le chef d'état-major général des armées, le chef de corps de l'armée, général Zekri Cheikh Ibrahim, a souligné l'importance de tel exercice pour renforcer l'interopérabilité entre les différentes branches des forces armées et garantir la protection des zones sensibles du pays. Il a également annoncé que des prochains exercices similaires seraient organisés dans d'autres secteurs stratégiques du pays, dans le cadre du processus continu du renforcement de la sécurité nationale. Ces initiatives visent à assurer une vigilance accrue et une préparation optimale face aux défis sécuritaires de demain.
On revient à la capitale à Djibouti où le ministère de la Femme et de la Famille a officiellement inauguré la Semaine nationale des enfants à la garderie de PK12 en partenariat avec l'USAID. Les détails avec Samatar. Le ministère de la Femme et de la Famille a officiellement inauguré la Semaine nationale des enfants à la garderie PK12 en partenariat avec l'USAID. Ces démarches se concentrent sur le thème « Une journée éveillée de créativité pour les enfants » et de la garderie de PK12, soulignant l'importance du développement intellectuel et artistique des enfants. L'événement a rassemblé des responsables du ministère de la Femme et de la Famille, des éducateurs, des parents ainsi que des partenaires internationaux engagés pour le bien-être des enfants. La garderie, l'un des établissements mis en place par le ministère de la Femme et de la Famille, incarne une vision prometteuse. Durant cette journée spéciale, plusieurs activités ont été organisées pour encourager l'éveil et la créativité des enfants. On puisse s'amuser, mais en s'amusant, ils sont en train d'apprendre aussi. Donc nous sommes contents que tous les enfants, qu'il y ait beaucoup d'enfants qui participent à cet événement. Je vois qu'ils sont aussi accompagnés de leurs parents. Donc nous nous réjouissons de ce que les enfants de cet âge-là aussi bénéficient de leur droit à l'éducation. Donc c'est une fête pour tout le monde et je vois que tout le monde s'amuse et je pense que c'est heureux de voir que les enfants jouent avec les jouets mis à leur disposition et s'amusent gaiement. Et c'est un plaisir de prendre part comme tout le monde à cette belle fête que nous félicitons le ministère de la Femme et de la Famille pour cette belle organisation et à travers l'appui de l'USAID. Poursuivons avec la réaction recueillie auprès de la directrice de la mère et de l'enfant, Madame Fosia. Le ministère de la Femme et de la Famille célèbre la journée internationale de l'enfant. Ce n'est pas une seule journée qu'on célèbre, mais toute une semaine. Donc aujourd'hui, on est à BK12, à la garderie de BK12, on est en train de faire les lancements de la semaine de l'enfant qui va durer jusqu'au 20 novembre, Inch'Allah. Cette activité consiste à faire participer les enfants dans le cadre de cette journée. Et ça rentre dans le cadre de l'épanouissement de l'enfant. Donc c'est une journée festive qu'on a aimé célébrer au niveau de la garderie BK12 qui fait aussi partie des premières garderies que le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, hier mercredi 13 novembre, la rencontre entre Donald Trump et Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter la transition. Les détails avec May. Et la tradition, le président sortant Joe Biden a invité le président nouvellement élu Donald Trump à le rencontrer à la Maison-Blanche pour discuter de la transition ce mercredi 13 novembre. Après une poignée de main avec le chef d'État sortant dans le bureau ovale, le 45e et bientôt 47e président américain a déclaré que la transition serait la plus fluide qui soit, rapporté par l'agence France Presse. Les deux hommes assis auprès d'un feu de cheminée ont fait de très courtes déclarations avant d'entamer la réunion à laquelle assistaient leurs chefs de cabinet respectifs. Il a présenté des félicitations au président élu et a souhaité un bon retour dans le plus célèbre bureau du monde que Donald Trump a occupé 2017 et 2021. Après ces déclarations respectives, la réunion entre les deux hommes a duré un peu plus de 2 heures et a été très cordiale et très courtoise, a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche. Ils ont discuté de questions importantes de sécurité nationale et des politiques intérieures auxquelles la nation et le monde font face, a indiqué Karine Jean-Pierre aux journalistes. Autre actualité internationale, le carnage israélien continue à Gaza. 14 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de frappes aériennes israéliennes dans le sud et le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a ciblé un étal de bord de route vendant des biens dans la région de Rizan, Abu Rashwan, au sud de Khan Younis, tuant des Palestiniens et blessant plusieurs autres, a indiqué la défense civile locale. Dans une autre attaque israélienne, une source médicale a informé le journaliste que 3 Palestiniens ont été tués et 10 autres blessés, pour la plupart des enfants, dans une frappe aérienne sur une maison dans le camp de réfugiés dans le centre de Gaza. Selon cette source, une des victimes est arrivée à l'hôpital Al-Awada sous forme de restes, tandis que 10 autres personnes y ont été soignées pour blessures et les membres de 2 autres victimes ont été transportés à l'hôpital de Martyr Al-Aqsa selon des témoins. Le Hezbollah frappe des bases militaires, Israël bombarde Beyrouth. Les détails avec Meï.
8 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel dans la province du Mont au Liban, à l'est de Beyrouth, ont rapporté le média libanais. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l'attaque qui a visé la région de Dawhet, a rapporté l'agence de presse officielle NNA. Des dégâts ont été signalés sur plusieurs bâtiments du quartier. Les avions de combat israéliens ont également mené une série de frappes aériennes dans le sud de Beyrouth, ciblant le quartier de Haret. Le Hezbollah, de son côté, a annoncé avoir lancé 2 missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv, dans le centre d'Israël, ainsi que des drones explosifs sur une base militaire près de la ville, dans le nord du pays. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati. Sa visite vise à amplifier les appels des Nations Unies et la communauté internationale à la désescalade et un cessez-le-feu au Liban, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.